Nous sommes heureux de vous accueillir à la cérémonie de remise des prix Chercheurs en Actes, sa 4e édition, dans des circonstances que vous savez être assez dramatiques, aussi bien sur le plan international que sur le plan national. Et je vous propose, avec Madame la rectrice, de commencer par une minute de silence en l'honneur de notre collègue Dominique Bernard. Je vous remercie. Eh bien, écoutez, je suis donc très heureux de vous accueillir une nouvelle fois ici dans cette salle Condorcet au titre du Conseil scientifique. Je suis Stanislas Dehaene, le président du Conseil scientifique de l'Éducation nationale. Je salue la présence des nombreux partenaires du prix qui sont tous présents aujourd'hui au titre de la conférence des recteurs, et je la salue tout particulièrement Madame la rectrice Valérie Cabuil, qui est présidente donc de la conférence des recteurs et qui est aussi rectrice de la région académique des Hauts-de-France, de l'Académie de Lille, qui est particulièrement touchée aujourd'hui. Au titre du réseau Canopé, Marie-Caroline Missire, directrice générale de Canopé. Au titre du réseau des INSPE, Alain Frugière, où est-il? Voilà, Alain, directeur donc de l'INSPE de Paris et président du réseau des INSPE. Au titre de l'Institut français de l'éducation, Luc Riard, son directeur, ici. L'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation, l'IH2F, est représenté par Mme Danielle Simon, qui est ici, qui représente son directeur Charles Torossian. Nous avons un nouveau venu dont je vais parler au titre du programme ID, et il est représenté par Adrien Pavlik, qui est directeur du programme ID. Et enfin, last but not least, au titre de la GMF, M. Emmanuel Kestenard, qui est ici, directeur des partenariats et qui est venu avec son équipe. Alors, je voudrais simplement vous rappeler l'existence donc de ce prix, maintenant dans sa 4e année, dont l'objectif principal est de reconnaître sur le terrain, à l'éducation nationale, des acteurs, des enseignants, des équipes d'enseignants qui font appel à la recherche et à l'expérimentation dans la réflexion sur leur pratique pédagogique. C'est vraiment l'idée d'un lien bidirectionnel entre le conseil scientifique et du terrain qui met en œuvre, qui rencontre des difficultés, qui dialogue avec les chercheurs, qui met en place des expérimentations. Il s'agit évidemment d'encourager ces personnes particulières. Vous allez voir qu'on récompense aujourd'hui 4 groupes vraiment sensationnels, mais aussi d'encourager l'ensemble du système à pratiquer plus de recherche pédagogique, à consulter les textes, les publications, les notes, et notamment celles du Conseil scientifique. Et je vous encourage tous en particulier à nous aider à mieux faire connaître ces documents, en particulier par le biais du Passeur. Le Passeur, c'est notre bulletin qui sort à intervalles un peu irréguliers, mais assez réguliers, somme toute, tous les mois ou tous les 2 mois, et qui est vraiment destiné aux enseignants, qui constituent des petites synthèses, avec souvent aussi des vidéos qui sont réalisées en lien avec Fred Courant, de l'Esprit sorcier. Vous connaissez, je pense que toutes les personnes dans la salle connaissent ici C'est pas sorcier. C'est le Fred, de Fred et Jamy, de C'est pas sorcier, qui nous aide à faire passer ces messages d'une forme extrêmement agréable et sympathique. Et j'en profite aussi pour saluer la présence dans cette salle d'Émilie de Crombec, de l'Académie de Poitiers, et Jérôme Hubert, de l'Académie d'Amiens. Ils sont là tous les deux, qui nous aident aussi énormément. Ils sont d'abord d'anciens lauréats du prix, de la première édition, et qui nous aident énormément en créant non pas des vidéos, mais des animations extrêmement ludiques. C'est très impressionnant d'ailleurs. Vous arrivez à faire des animations de plusieurs minutes avec des moyens qu'on sait être limités, hein, vos moyens, mais qui mettent en évidence les concepts des notes du Conseil scientifique, et notamment tout récemment, je vous incite à visionner, et c'est dans le bulletin du Passeur. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous avez une petite animation à l'intérieur du bulletin Le Passeur, une animation sur le rôle des motifs mathématiques dès la maternelle, mais aussi dans le primaire, pour inciter à l'éveil aux objets mathématiques. On ne pense pas assez que lorsqu'on fait faire aux élèves des activités telles que enfiler 2 perles jaunes, 2 perles rouges, 2 perles jaunes, 2 perles rouges, ou bien une jaune, une rouge, 2 jaunes, 2 rouges, 3 jaunes, 3 rouges, 4 jaunes, 4 rouges, on fait faire aux élèves des activités mathématiques, et qu'en fait, la recherche suggère que l'on va développer au moins leur intérêt pour les mathématiques et sans doute aussi leurs compétences dans le domaine mathématique. Donc c'est juste un peu de publicité pour la dernière note du Conseil scientifique sur ce sujet, avec une très belle animation d'Émilie et de Jérôme. Alors je reviens à notre prix Chercheurs en Actes,
Cette année, un nouveau partenaire nous rejoint, c'est le programme IDE, représenté par Adrien Pavlik, ici présent. Qu'est-ce que c'est qu'IDE? Il pourra vous en parler mieux que moi, mais en quelques mots, c'est un instrument de sciences sociales qui permet d'accompagner de nouvelles recherches, de nouvelles expérimentations à grande échelle, de façon la plus scientifique et la plus rigoureuse possible. Dans l'inspiration d'Esther Duflo, de Marc Gurgan, qui sont d'ailleurs membres du conseil scientifique d'IDE. Donc, IDE a bénéficié d'un appel d'offres Equipex pour les grands équipements scientifiques en France. Je peux parler à titre personnel, je dirige le centre Neurospin à Saclay. Neurospin a bénéficié d'un Equipex pour son très gros aimant d'IRM. Mais ici, il s'agit d'un Equipex d'un type tout à fait particulier, puisque c'est un instrument de sciences sociales. Et l'instrument, c'est vous aider par tous les moyens possibles à mettre en place des expérimentations. Donc, je pense que ça concerne toutes les personnes dans cette salle et au-delà. Si vous avez envie de mener une expérimentation rigoureuse, ça veut dire randomiser, avec un groupe contrôle, s'il vous plaît. On peut rappeler quand même que tous les élèves progressent quoi qu'on fasse, fort heureusement. Donc, ça ne suffit pas de dire ils ont progressé entre le temps 1 et le temps 2. Il faut qu'il y ait un groupe contrôle qui vous permette de voir que votre expérimentation a fait mieux que d'habitude, disons. Eh bien, IDE va vous aider à monter tout cela, va vous aider à mesurer les performances des élèves, va vous aider à accéder aux évaluations nationales. Je salue d'ailleurs l'aide de la DEP qui en permanence nous aide à mieux mesurer à quel point les progrès des élèves sont réels et à quel point on arrive à monter le niveau, par exemple en lecture ou en mathématiques. Donc IDE aide à toutes les étapes de ce travail de dessin expérimental, d'analyse aussi des résultats, et est à disposition de tous, je pense qu'on peut le dire, si vous avez des idées d'expérimentation. Et aide aussi à faire le lien entre enseignants et chercheurs. Donc si vous êtes un enseignant, vous avez un programme absolument passionnant et vous avez besoin d'aide de chercheurs, vous avez envie, eh bien IDE peut faire le lien. Les équipes d'IDE vont nous aider, pour ce qui est du prix, à concevoir un kit qui permettra de mieux outiller et de mieux accompagner les futurs candidats pour la prochaine édition. C'est la 4e édition, on a vu sans cesse progresser le niveau des soumissions à ce prix, et c'est formidable. Eh bien, grâce à ce kit, on aura encore une plus grande facilité pour soumettre un bon dossier, pour voir ce qui doit rentrer dans un bon dossier pour le prix chercheur en art. Alors, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps. Vous allez voir que les 4 projets qui ont été sélectionnés, comme ceux d'ailleurs qui ont été présélectionnés, témoignent d'équipes qui sont extrêmement investies dans la démarche d'une recherche translationnelle en éducation, avec souvent des collaborations avec des équipes scientifiques très solides, et la volonté de mettre en place des protocoles expérimentaux rigoureux avec des groupes témoins, etc. Nous avons reçu 39 dossiers cette année, représentant 22 académies. 18 académies l'an dernier, 22 cette année, donc c'est un rayonnement plus grand de ce prix. Et il n'a pas été facile de choisir parmi ces 39 dossiers, et nous allons voir que nous avons des lauréats de très grande qualité. Je les félicite d'avance, mais nous allons les découvrir dans la suite. Et je cède immédiatement la parole à Madame la rectrice Valérie Cabuil pour une description plus détaillée de ce prix. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, un moment un petit peu difficile pour nous, en tout cas pour l'école aujourd'hui. Mais malgré tout, il faut continuer. Et donc, continuer à se poser les bonnes questions. Savoir ces questions pédagogiques qui nous animent tous. Et c'est pour ça que je voulais absolument, malgré le contexte, être avec vous aujourd'hui au nom de tous les recteurs. Bien, le prix chercheur en acte porte 2 messages importants à mon sens. Il incarne le lien indispensable entre recherche et évolution des pratiques pédagogiques. Ça semble évident quand on le dit, dans la pratique c'est beaucoup moins évident en fait. Il souligne aussi l'importance de l'initiative de terrain. C'est quelque chose, je crois, sur lequel il faut qu'on insiste, à quelque échelle que ce soit, puisque peuvent candidater des écoles, des circonscriptions, des établissements, même des DSDN, même des rectorats. Donc, on est vraiment sur cette approche multi-échelle, et ça, je crois que c'est aussi quelque chose d'assez novateur dans notre manière de réfléchir à l'éducation. Alors, les académies ne sont absolument pas consultées, c'est-à-dire que nous n'allons pas accompagner les candidatures, ce qui différencie un peu cette démarche de la démarche Notre école, faisons-la ensemble, où on a effectivement des initiatives de terrain, mais qu'on accompagne quand même discrètement au niveau de l'académie.
Et en fait, évidemment, c'est un concours, donc c'est une toute autre démarche. Alors, il y a eu beaucoup de dossiers, comme vous l'avez rappelé. Il a fallu les expertiser avec 6 critères que je vais vous rappeler. Contribution aux valeurs d'équité et de réussite scolaire, amélioration des connaissances et des compétences des élèves. Ces 2 premiers critères, ça tombe sous le sens. C'est vraiment l'ADN de l'école. C'est ce que nous voulons faire, c'est notre mission. Adossement à la recherche, c'est finalement le sens de ce prix. Approche expérimentale, avec tout notre évaluation de l'aspect méthodologique, et ça s'appelle recherche en actes. Donc oui, bien sûr, on a besoin de juger la méthodologie qui va être utilisée. Multiplicité et diversité des collaborations et passage à plus grande échelle, ce qui est finalement une des rubriques qui n'est pas la plus simple à expertiser et qui pourtant nous interroge puisqu'on est capable d'avoir de superbes expérimentations partout en France. C'est pas pour autant qu'on peut en faire une politique nationale. Donc il y a un véritable sujet derrière ça aussi. Alors 4 prix sont décernés, un prix égalité des chances, un prix confiance en soi et compétences socio-comportementales, un prix handicap et scolarité inclusive et un prix évaluation et intervention pédagogique. Ces 4 rubriques, en fait, résonnent vraiment fortement avec nos grands sujets. L'égalité des chances, c'est le vrai défi de l'éducation nationale. C'est parfois un peu notre échec. On a beau se battre depuis des années pour essayer d'assurer cette égalité des chances, on se heurte encore à des résultats insuffisants. Confiance en soi et compétences socio-comportementales, c'est quelque chose qu'on ne développe certainement pas suffisamment dans notre système éducatif. Et vous avez entendu, j'imagine, les propos de notre ministre, évidemment s'appuyant sur la thématique harcèlement, mais le lien est évident. Et donc d'essayer de travailler beaucoup plus sur ce sujet. École inclusive, je tiens à le dire, c'est un vrai sujet pour notre école. Si on veut une société inclusive, on doit passer par une école inclusive. Et pourtant, ce sujet il y a une petite musique en ce moment négative qui est là parfois, contre laquelle il va falloir qu'on arrive à lutter. C'est pas du tout simple, en fait, comme sujet pour nos personnels. Et on aura besoin de toute notre inventivité, je crois, pour faire évoluer ce sujet qui est fondamental pour notre société. En tout cas, c'est un véritable choix de société à défendre. Évaluation et intervention pédagogique, méthodologie et modification des organisations, bien évidemment, ce dernier point. Alors, cette année, vous verrez, on a des lauréats dans toutes les rubriques sauf une, handicap et scolarité inclusive, alors que vous avez vu au contraire combien c'était important. Pourquoi ? Parce qu'on essaie d'être finalement honnête et rigoureux avec nous-mêmes, c'est-à-dire que si les dossiers ne nous semblent pas complètement à la hauteur de ce qu'on attendait, malgré toute l'importance qu'on attache à ce sujet, eh bien, on a préféré faire un autre choix. On a des dossiers qu'on n'a pas su partager. Voilà, nos 4 prix ne sont pas dans les 4 rubriques comme on pensait le faire. Mais je crois que vous allez écouter les différents, ce palmarès, et vous allez très vite comprendre que les dossiers qu'on a sélectionnés, enfin je l'espère, vous partagerez avec nous, sont des dossiers absolument formidables et qui nous rappellent que notre école est inventive et que notre école gagnera quoi qu'il arrive. Et je crois que c'est Marie-Caroline qui va maintenant nous présenter les premiers lauréats, le premier prix. Monsieur le président du CESEN, madame la rectrice, monsieur le directeur du réseau des INSPE, monsieur le directeur de l'IFE, madame Simon pour les H2EF, et tous les partenaires de ce prix. Je salue aussi les anciens lauréats qui sont là et qui montrent bien la continuité de cette histoire de chercheurs en acte auquel le réseau Canopé est très honoré de participer d'année en année et qui aujourd'hui incarne, et particulièrement après ce qu'a dit Mme la rectrice, toute l'inventivité, la ténacité de l'école face aux multiples difficultés qui s'imposent à elle. On en a évidemment
quelques-unes à travers les intitulés de ces prix, mais je suis à chaque fois à la fois très intéressée de participer à nos discussions en jury. Vous verriez à quel point nos discussions sont parfois âpres pour arriver à trancher et à déterminer qui sera lauréat. Et puis de voir aussi des équipes vivre dans le temps, solliciter tous les partenaires de l'école. J'en ai eu un exemple récemment avec Enthousiasme orthographique qui s'est invité dans un autre dispositif, le CNR, que Madame la rectrice a cité tout à l'heure. Et donc de voir aussi comment cette démarche du prix Chercheurs en Actes irrigue notre système pour valoriser l'engagement des équipes sur le terrain, leurs initiatives et bien sûr tracer ce pont absolument essentiel avec la recherche pour lequel, cher Stanislas, tu es particulièrement engagé. Alors, je ne suis pas plus longue parce que je remets un prix. Donc, nous sommes très heureux pour l'ensemble du jury et des partenaires de Chercheurs en Actes d'appeler à la tribune Madame Hélène Giraudot. Chère Madame, qui est psycholinguiste à l'université de Toulouse Jean Jaurès. Et donc, j'ai l'honneur de vous remettre le prix et vous allez nous parler du projet pour Gémeaux, Jeux pour entraîner les connaissances morphologiques à l'école pour l'Académie de Toulouse. Je vous laisse la parole pour présenter. Très bien, Roger. Merci, je suis très honorée et très émue aussi de recevoir en fait ce prix. Alors Gémeaux, c'est quoi? Gémeaux, en fait, tente de s'attaquer au problème en fait de la littératie, qui est en fait une problématique très actuelle en fait à l'école. Il s'attaque au problème de la littératie au travers en fait de la mise en place d'activités sous forme de jeux qui consistent en fait à entraîner les élèves à manipuler la langue et en particulier les mots. D'où par ce projet, il se trouve que je suis, comme vous l'avez dit, chercheuse au CNRS et ma spécialité, en fait, je suis psycholinguiste, c'est la construction du lexique mental et en particulier dans tout ce qui concerne les processus d'acquisition de la langue première, des langues secondes, etc. Beaucoup de recherches, en fait, fondamentales, démontrent que les plus petites unités de sens que constituent les morphèmes. Alors, je vais vous donner un exemple. Si on prend le mot jardinier, il est constitué de 2 morphèmes, jardin et yé. Eh bien, ces unités qui constituent finalement les briques qui permettent la création lexicale, puisqu'à partir de jardin, on fait jardinier, jardinage, jardinerie, etc. Eh bien, ces briques sont en fait des éléments qui sont cruciaux pour l'organisation du lexique mental. Donc, non seulement, en fait, ces éléments organisent le lexique mental autour de familles morphologiques, mais en plus, ils contribuent à enrichir le lexique mental, tout en permettant, en fait, de pouvoir à la fois comprendre des mots nouveaux et inférer des connaissances sur les mots connus. Donc, finalement, Gémeaux, l'idée de Gémeaux, c'est de proposer, en fait, des activités aux enfants sous forme de jeu, autour en fait de cette question de la morphologie et de ces constructions morphologiques qui sont possibles, mais non pas au travers en fait de l'enseignement des manuels qui consiste à dire ben voilà la morphologie c'est ça, ça et ça, mais au travers en fait d'activités qui devraient éveiller implicitement les connaissances morphologiques en fait des enfants pour atteindre en fait une amélioration de leur conscience morphologique. La conscience morphologique, c'est la conscience en fait de la structure de sa langue et des mots qui constituent sa langue, tout autant, si vous voulez, en fait, que les relations de forme et de sens qui unissent ces mots. Alors, ça part de quoi, cette idée? Eh bien, ça part en fait d'un projet de recherche que je mène depuis 2 ans avec l'Université de Vérone, donc mon laboratoire de l'Université de Vérone. Il y a une équipe en fait de chercheuses qui travaillent sur la question de l'acquisition de la morphologie, aussi bien chez les locuteurs de langue maternelle italienne que chez les locuteurs migrants, dont la langue de la maison n'est pas la langue de scolarisation. Et donc, ça provient en fait de ces recherches que j'ai menées avec cette équipe italienne, mais également d'une rencontre au travers justement du programme IDE avec une inspectrice de l'éducation nationale qui a publié en fait une annonce sur IDE demandant finalement de l'aide pour essayer de trouver des solutions
pour remédier aux difficultés donc, en français, j'ai contacté donc, Emmanuel Erdvig, qui d'ailleurs malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui pour des raisons de santé, mais il aurait vraiment souhaité être présente pour participer à cette présentation. Et donc, j'ai rencontré Emmanuel. On a mis en place, grâce à son équipe de circonscription, un programme de recherche basé en fait sur une méthode expérimentale, c'est-à-dire d'où on part, qu'est-ce qu'on manipule, quelles sont nos hypothèses, comment est-ce qu'on peut tester ces hypothèses et où est-ce qu'on arrive. Et donc, dans ce processus méthodologique, si vous voulez, avec un point de départ, d'où partent les élèves, et finalement un point d'arrivée, les résultats aux évaluations nationales, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'entre le départ et l'arrivée, les élèves, en fait, puissent améliorer, en fait, leurs connaissances pour réussir, en fait, ces évaluations nationales. Qu'est-ce qu'on met au milieu? On met des activités, en fait, d'entraînement à la morphologie. Ces activités, elles sont co-construites avec les enseignants. On s'inspire, en fait, de jeux de société qui existent déjà ou co-construit avec l'équipe enseignante des jeux connus par les enfants. On fait manipuler les enfants ces jeux aussi bien dans les temps de classe que hors classe, puisqu'il s'agit en fait de jeux qui pourraient être mis à la disposition des élèves à la ludothèque sur les temps en fait hors classe. Et ensuite, donc, on mesure leurs compétences avant, en compréhension, on mesure leurs compétences après, et on compare également leurs résultats aux évaluations nationales, sans oublier, bien entendu, le fameux groupe contrôle pour essayer en fait d'évaluer l'efficacité en fait de ce dispositif. Voilà. Donc Gémeaux, les activités ne sont pas encore construites puisque, comme je l'ai bien précisé, il s'agit vraiment de permettre aux enseignants de s'emparer en fait de cet outil. Parce que la problématique, il me semble, si vous voulez, de l'utilisation des outils qui sont proposés, qui par le Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui par les différents partenaires Canopé, etc., au service des enseignants, eh bien, c'est finalement la motivation des enseignants à s'emparer en fait de ces outils. Et il nous a semblé que les faire participer à la construction de ces outils pouvait être en fait une meilleure garantie de leur implication pendant 6 mois, parce que ils ont quand même beaucoup de travail, les enseignants, il n'y a pas que les activités liées au français. Et donc, essayer en fait vraiment de les motiver pour participer à la construction, tout en ayant, nous, de notre côté, et moi en particulier, un suivi en fait précis des activités qui seront menées, et éventuellement un retour aussi des enseignants sur les activités qui marchent, les activités qui ne marchent pas. Donc finalement, on souhaiterait proposer une mallette de jeu un peu pilote, testée en fait dans le réseau d'éducation prioritaire de Decazeville, donc avec des enfants qui ont des difficultés quand même encore plus marquées que les enfants qui ne sont pas en REP. Et à partir en fait du retour des enseignants, à partir de nos résultats et à partir en fait de l'affinage, si je puis dire, en fait des activités qui semblent fonctionner, eh bien nous souhaiterions donc pouvoir proposer à plus grande échelle et éventuellement avec l'appui du réseau Canopé ces mallettes de jeu à disposition en fait, pourquoi pas, de l'ensemble des écoles du territoire. Voilà, je vous remercie infiniment. Normalement, c'est moins grand, mais celui-là est petit en fait. Mais au cœur de transformer. J'en profite pour placer un mot pour dire que le tout dernier contenu fort du Conseil scientifique, c'est un rapport sur l'apprentissage du langage en maternelle et l'apprentissage du vocabulaire. Et je peux en parler d'autant plus précisément que le principal auteur, mais pas le seul, c'est mon épouse Ghislaine, qui fait partie du Conseil scientifique, qui est aussi au CNRS comme vous. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de convergences, et notamment l'importance de la morphologie pour l'augmentation rapide du vocabulaire des enfants, mais aussi pour mieux apprendre à discriminer les mots,
parce que faire attention aux morphèmes, c'est aussi faire attention à la phonologie, et donc c'est un entraînement pour la lecture. Et la voie morphologique en lecture reste encore beaucoup à explorer aussi, et sans doute un peu négligée. Donc merci pour ces travaux. Et nous allons passer au deuxième prix, si je peux le retrouver. Enfin, ce sont tous des premiers prix, hein. Attention, je m'exprime mal, hein. Mais c'est le deuxième d'aujourd'hui, et c'est Alain Frugière qui va remettre le prix. Merci, Stanislas. Bonjour à toutes et à tous, à vos radicalité. Je vais juste dire quelques mots. Je veux dire que d'abord, c'est un honneur pour moi d'être présent ici, au nom du réseau des INSPE, et aussi à mon nom personnel. D'abord parce que le prix qu'on remet, tu l'as dit à l'instant, l'école maternelle, c'est un sujet important, majeur. Moi, je me réjouis qu'enfin l'école maternelle soit reconnue comme une école de plein exercice, avec l'égale dignité, si j'ose dire, l'école élémentaire, le collège ou le lycée, ce qui n'est pas toujours été évident, hein. On se souvient de certaines déclarations qui ont pu exister il y a quelques années. Donc, on est vraiment très heureux qu'elle le soit. Elle le soit parce que c'est vrai que dès l'école maternelle se construit ce qui pourrait être notre idéal éducatif, hein, le fait que tous les élèves ont la capacité d'apprendre, tous les élèves ont la capacité de progresser, tous les élèves, bien évidemment, ont le droit à avoir une éducation qui puisse développer leurs aptitudes physiques, intellectuelles, créatrices. Donc, dès l'école maternelle, il y a un enjeu majeur à ce que tous ces éléments-là soient déjà construits. Donc, je me réjouis, bien évidemment, que l'école maternelle soit à l'honneur. Je me réjouis aussi que la recherche soit à l'honneur. Et là, je parle en tant que président du réseau des INSPE parce que je crois que c'est un sujet majeur en ce moment. Je crois qu'on a besoin d'avoir, bien sûr, de la recherche dans l'éducation nationale. Et pour ce qui est ma part principale, c'est dans la formation initiale des enseignants. Et c'est là aussi un sujet majeur. Et dès l'école maternelle, si j'ose dire, si je fais de la chronologie, il est essentiel que cette recherche soit présente. On le voit, on le sait. On en a besoin à tout niveau. Je ne vais pas faire un discours là-dessus, ça serait beaucoup trop long. Mais ça montre à quel point c'est important. Alors, c'est important pour nous à l'INSPE, je dirais très brièvement, pour deux niveaux. C'est-à-dire qu'il faut initier les futurs enseignants de l'école primaire, maternelle ou élémentaire, à la méthodologie de la recherche. Hein, tu l'as dit à l'instant. Hein. Voilà, savoir que tout ne se vaut pas et qu'il y a des recherches qui peuvent conclure réellement et d'autres qui ne le peuvent pas parce que la méthodologie ne le permet pas. Donc ça, c'est un premier élément. Et pour ce qui est de la formation, il faut aussi des formatrices et des formateurs qui soient eux-mêmes imprégnés, connaisseurs de ces résultats, les résultats les plus novateurs de l'école maternelle, parce qu'on ne peut pas enseigner les domaines à nos jeunes étudiants, comme moins jeunes d'ailleurs, comme on l'a enseigné à 10, 15, 20, voire 30 ans. Donc c'est essentiel pour les deux. Voilà, je ne vais pas faire un discours trop long parce que c'est pas moi qui dois parler aujourd'hui, mais plutôt la lauréate qui doit être ici, donc que je vais appeler. Donc Madame Stéphanie Nassich qui est là. Parfait. École maternelle, donc professeur des écoles, donc à Clermont-Ferrand, si je ne me trompe pas, à côté de Clermont-Ferrand, dans l'académie de Clermont-Ferrand, l'école maternelle René Cassin. Donc, vraiment, merci, hein, félicitations pour ce premier prix, parce que ce ne sont que des premiers prix, comme tu l'as dit à l'instant. Et je vous laisse la parole tout de suite pour le présenter. Bonjour à tous. Et bien effectivement, j'étais... en fait, quand on a fait cette candidature au prix Chercheur en Actes, à vrai dire, on a failli ne pas la faire, cette candidature, parce qu'on se disait que peut-être ça ne correspondait pas, que ça n'était peut-être pas suffisamment bien pour être montré. Enfin, même si nous, on était contents de ce qu'on avait obtenu. Quoi qu'il en soit, on s'est quand même allé, on a dit on y va, on fait la candidature. Et c'est vrai que quand on a eu le mail du prix, vraiment, en ce qui me concerne, j'ai été... très émue, vraiment, de le recevoir, les larmes aux yeux et tout, vraiment très émue, parce que finalement, ça montrait qu'on avait fait quand même quelque chose qui valait le coup. Et donc du coup, je vais repartir sur le début de l'histoire quand même, c'est qu'on s'est dit avec nos collègues en école maternelle qu'on voyait quand même régulièrement des enfants, de jeunes enfants du coup, école maternelle, qui étaient dans des stratégies d'évitement en classe, d'évitement de la tâche scolaire, qui avaient peur de se tromper, qui disaient avant même de commencer « mais moi je ne vais pas y arriver ». Donc ça nous interpelle quand même parce qu'on se dit jeune comme ça, non, normalement on devrait faire en sorte que tous se lancent, y aillent, et puis si on se trompe ce n'est pas grave, enfin on est là pour apprendre. Donc on a essayé de chercher un petit peu ce qu'on pouvait faire. Donc il se trouve que
Moi, j'ai essayé, alors il y a longtemps maintenant, des études de psychologie sociale et cognitive. Et donc, du coup, j'ai commencé à chercher, mes collègues aussi, voir un petit peu ce qu'on trouvait dans les recherches. Et au début, c'est vrai que c'était compliqué parce qu'on ne trouvait pas grand-chose au niveau des élèves d'âge préscolaire, donc on appelle école maternelle en France. Donc, il y a même des collègues qui disaient bon, mais peut-être que finalement, c'est pas vraiment des problèmes de motivation. On a l'impression que c'est ça, mais c'est peut-être autre chose. Bref, bon, on a continué à chercher. Et puis finalement, on a trouvé des recherches récentes, voilà, qui montrent qu'on peut effectivement trouver des difficultés de motivation chez les élèves jeunes. Et que notamment, ce qui peut les aider, ce qu'on peut trouver chez des élèves plus âgés, c'est le fait qu'ils arrivent à utiliser de la métacognition dans les tâches scolaires. Donc, ils apprennent à mieux connaître leurs points forts, leurs points faibles, mieux savoir comment ils réussissent le mieux, qu'on puisse les amener à réfléchir à leur stratégie pour résoudre un problème, etc. Donc, on a cherché un petit peu plus là-dessus, sur le lien métacognition-motivation. Donc là, du coup, on s'est intéressé justement au groupe de travail numéro 5 du CESEN, puisque c'était métacognition-motivation. On a continué à lire et puis on a essayé de trouver une expérience à mettre en place dans notre école. Donc nous, c'est une petite école de 4 classes. On avait à ce moment-là 2 classes de grande section. Donc on a décidé d'avoir une classe qui serait notre groupe contrôle de grande section et une classe de grande section qui serait le groupe expérimental. Donc on a mis en place un soutien en fait des élèves à l'autorégulation dans des tâches de résolution de problèmes mathématiques. On a mis en place des petits outils. On a mesuré en fait leur performance dans les résolutions de problèmes mathématiques au début, avant qu'on fasse notre intervention, donc dans les 2 classes. On a mesuré ça à partir de tests cognitifs de résolution de problèmes. On a aussi mesuré, on a tenté de mesurer leur sentiment d'efficacité personnelle qui relève de la motivation. Donc, pour ça, on a créé une échelle parce qu'on n'a pas trouvé d'échelle qui existait pour cet âge-là. Donc, on a créé une échelle, alors, certes, qui n'est pas validée scientifiquement, mais qui nous a quand même donné des résultats. Donc, on a testé leur sentiment d'efficacité personnelle aussi avant notre intervention. Et puis, on a tout retesté après. Et donc, on a obtenu vraiment une meilleure réussite dans la classe expérimentale par rapport à la classe contrôle suite à notre intervention. D'ailleurs, sur le test, le post-test, ils réussissaient tous le test, en fait, ce qui n'était pas du tout le cas dans le premier test. Ils réussissaient même moins que la classe contrôle au départ. Donc là, ils réussissaient plus. Et puis, au niveau du sentiment d'efficacité personnelle, on avait un début d'augmentation de ce sentiment d'efficacité personnelle. Alors, c'est là qu'il faudrait creuser un peu plus. Bon, déjà, il faudrait pouvoir refaire avec plus de classes, dans des milieux sociaux différents aussi. Et puis, essayer justement de le faire sur un temps plus long pour voir si cette amorce d'augmentation du sentiment d'efficacité personnelle pourrait se poursuivre, augmenter et se poursuivre dans le temps, en fait. Voilà, donc on a encore des idées de recherche à mettre en place. Donc voilà, à voir pour la suite. Mais en tout cas, nous sommes motivés et nos élèves le sont davantage, visiblement. Donc voilà. Je vous remercie. Continuation avec ce prix, on fait une photo. Merci. Recevoir officiellement le chèque, c'est moi qui le. Voilà. Oui, au centre, bien sûr. On va se transformer. Alors j'appelle maintenant Luc Ria qui va remettre le 3e prix de la journée. Monsieur le Président du CESEN et Madame la Rectrice, merci pour votre invitation et puis pour vos mots parce qu'ils me semblent vraiment bienvenus dans ce contexte compliqué, mais je crois qu'effectivement il faut avancer ensemble et que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est aussi quand même des choses quand même qui nous réunissent et qui nous donnent en tout cas de l'énergie.
Je suis assez ému par rapport à ce prix parce que d'une part, en tant que directeur de l'Institut français de l'éducation, je vais avoir la chance et l'honneur de pouvoir féliciter, en tout cas, un prix qui est aussi un lieu d'éducation associé de l'IFE. Donc ça montre que progressivement, chaque année, nous avons des lieux d'éducation associés qui sont aussi des réseaux qui gagnent en rigueur et qui arrivent à concourir par rapport à ces prix. C'est pour moi un signal, une sorte de feedback sur notre activité. Et là, il me semble que c'est tout à fait important de manière conjointe d'avoir des grands instruments pour pouvoir faire des preuves sur des connaissances essentielles pour tous les enseignants et développer des réseaux locaux avec de l'expertise ou de l'ingénierie. Et mon deuxième coup de cœur, mais j'étais pas en plus, alors, je voudrais dire, je me suis retiré pour l'arbitrage de ce prix de la salle pour que ça se fasse sans moi, puisqu'effectivement, je pouvais avoir un lien de dépendance avec les collègues. Et puis, deuxième point, c'est que j'étais président de l'agrégation externe d'éducation physique et sportive pendant plusieurs années, et que, à ce titre, d'avoir des professeurs d'EPS, de parler de la corporéité des élèves, de l'expérience motrice, de la dangerosité quand même des contextes de noyade, enfin en tout cas de ces environnements qui, chaque année, tuent malheureusement trop d'élèves, et puis aussi de l'expérience sportive, qui est aussi un vecteur essentiel dans l'épanouissement des élèves. Je pense qu'il faut aussi remettre ça en avant, et que si on est sur le bien-être et ces problématiques-là, je trouve que là, le travail que vous avez fait est tout à fait ingénieux, il est rigoureux, et j'aimerais ici nommer, en tout cas, inviter ici Sébastien Maire, qui est donc au niveau du collège Pablo Picasso et chargé de mission pour l'éducation prioritaire, je ne me trompe pas. Et ensuite, Régis Fayot-Bost, qui est donc enseignant également au collège Pablo Picasso à Valoris. Alors, juste avant que vous présentiez votre projet d'immersion qui est super intéressant, avec une rigueur qui me semble tout à fait pertinente, les deux chercheurs, Cathy Roland et aussi Lionel Roche, qui sont des collègues que je connais par ailleurs et qui ont fait un vrai travail, et je voulais les associer à ce prix-là. Bonjour à tous, je suis désolé, je serai peut-être un petit peu moins en spontanéité que les deux prix précédents, mais l'étendue de 4 ans de travail de recherche, c'est toujours compliqué à résumer en quelques minutes, donc je vais essayer de m'y attacher. Je voudrais quelques minutes. Donc Monsieur Ria, Monsieur le Président Dehaene, Madame la Rectrice, Monsieur Castenard, pour la GMF, nous aimerions, au nom de notre collectif de recherche, pouvoir vous adresser nos plus sincères et chaleureux remerciements pour ce prix. C'est un prix qui vient vraiment récompenser et encourager le travail qui a été accompli. Je parle de ce collectif car c'est autant un projet professionnel qu'une aventure humaine en fait qui nous a liés dans ce travail-là et qui nous lie désormais dans la poursuite de cette recherche. Je voudrais du coup citer Régis Fayot-Bost qui m'accompagne aujourd'hui, mais bien évidemment ça a été fait en amont. Lionel Roche qui est notre chercheur associé qui est rattaché aujourd'hui à l'Université de Québec-Montréal. Vous l'avez compris, c'est ce qui justifie son absence fort justement. Il y a aussi un honneur tout particulier à recevoir ce prix de vos mains, Monsieur Ria, mais également de le savoir décerné par Monsieur Dehaene en tant que président de ce conseil scientifique, tout simplement parce que l'un comme l'autre, vous ne mesurez pas à quel point vos travaux et productions ont pu à un moment être des jalons dans la construction professionnelle qui est la nôtre, et puis maintenant dans le développement professionnel, comme enseignant d'abord, comme formateur ensuite, et comme chercheur à présent, ou comme apprenti-chercheur en tout cas. Et il ne me semblait pas meilleur endroit et meilleur moment pour le dire. Alors à la genèse de notre projet, ce projet s'appelle Phobie 360 degrés. Ça commence en 2019 et il y a une équipe d'enseignants EPS dans un réseau d'éducation prioritaire à Valoris, commune du littoral. Ça aura son importance bien sûr vu le contexte, qui est confronté finalement à la difficulté de l'enseignement de la natation. Et surtout à la fatalité de ne pas pouvoir attester du savoir nager des élèves en sortie de cursus, en tout cas pas pour tous les élèves. Pour vous donner une photographie un petit peu instantanée, on est globalement sur un ordre de grandeur d'un tiers de nos élèves qui nous arrivent en classe de 6e, à peu près 45 élèves sur une cohorte de 150 qui nous arrivent diagnostiqués comme tels. Ils ne maîtrisent évidemment pas les compétences qui sont sous-jacentes à l'attestation scolaire du savoir nager, en dépit d'installations matérielles auxquelles on a accès sans souci, en dépit d'horaires suffisants sur l'année, en dépit de compétences professionnelles de mes collègues. Donc il y a une vraie frustration, on va dire, autour de ce constat, parce qu'on a toujours un degré résiduel d'élèves qu'on n'arrive pas à valider, de l'ordre d'une dizaine d'élèves chaque année, qu'on laisse finalement un petit peu sur le bord de la route, tout ça à 500 mètres à vol d'oiseau de la mer quand même. Donc la thématique de la noyade est quand même assez proche, on va dire, pour nos élèves.
Alors dès lors, on a des hypothèses explicatives, c'est-à-dire que quand on est confronté à une difficulté, on cherche en espérant trouver. C'est ce qu'on a fait. L'hypothèse explicative, en fait, elle nous a fait envisager une entrée complètement différente qui est centrée sur le pôle émotionnel des élèves. Globalement, pour nous, ce sont des élèves qui ne parviennent pas à progresser dans la mise en œuvre des comportements moteurs qu'on attend d'eux dans le bassin parce qu'il y a des blocages affectifs, émotionnels qui les empêchent d'accéder à cette motricité. Donc, quels mots on peut mettre dessus? Est-ce que c'est du stress, des appréhensions, des peurs, des phobies, Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est entravant dans leur apprentissage. Plus concrètement, globalement, comment est-ce que l'on fonctionne? Après avoir identifié des phobogènes qui vont être responsables de ces blocages chez les élèves, et parfois également des traumatismes sous-jacents, il ne faut pas l'ignorer. Certains élèves ont des histoires particulières, qu'elles soient personnelles ou familiales, dont ils héritent à l'arrivée sur le bord du bassin. On va développer en fait avec eux un process particulier qui va coupler à la fois des exercices moteurs, de pratique, de fonctionnement dans le milieu aquatique directement implémentés sur le bord du bassin, voire même dans le bassin. Et tout cela en aller-retour avec l'utilisation d'un outil technologique qui sont les casques de réalité virtuelle dans lesquels nous pouvons projeter de la vidéo 360 degrés. Vidéo 360 degrés car nous avons développé finalement une arborescence de différents scénarios en fonction des différents phobogènes, qui va permettre de faire en sorte que ces élèves puissent se confronter à leur peur, mais se confronter de façon accompagnée, avec des retours au calme qui sont maîtrisés et médiés par l'enseignant, qui est toujours à proximité, de façon à pouvoir développer une stratégie de confrontation à sa peur, d'une certaine accoutumance, de façon à repousser les limites et vaincre ces phobies pour ensuite, de façon sous-jacente, permettre de réenclencher des apprentissages moteurs. On s'est bien sûr appuyé sur la littérature issue du champ notamment de la psychologie, avec les théories cognitivo-comportementales, sur lesquelles on s'est beaucoup appuyé pour travailler autour de cette lutte contre les phobies. Vous imaginez bien que dans notre formation initiale, c'est quelque chose qui avait un petit peu échappé, donc on a dû faire un peu d'auto-formation pour accéder au moins à cette base pour nous permettre de comprendre le fonctionnement d'un élève en situation de blocage phobique. Et par rapport à ça, en fait, notre recherche s'articule autour d'un axe qui est principal, qui va être de mesurer en fait l'efficacité de ce process, ces allers-retours entre la motricité et l'utilisation de cet outil technologique situé, mais également avec une méthodologie, comme ça a été déjà évoqué, donc un double groupe test, groupe témoin en randomisation, avec un suivi statistique qu'on a essayé de rendre le plus rigoureux possible, cohorte après cohorte, sur plusieurs années, de façon à aussi pouvoir lutter contre l'effet d'échantillons qui serait insuffisant pour avoir des résultats suffisamment signifiants. Sous cet axe principal, on a dû travailler aussi sur un certain nombre d'autres axes. Donc je vous l'ai dit, il fallait déterminer les différents phobogènes, d'abord, et être capable de les définir. On a des élèves qui sont aquaphobes, c'est ceux qui ont peur d'être attirés par les profondeurs, par le fond, que leur corps ne puisse pas flotter dans l'élément aquatique. On a des élèves qui sont ablutophobes, c'est ceux qui ont peur que leur corps se remplisse de l'élément liquide par tous les orifices du corps. Et puis on a des élèves qui sont thalassophobes, donc qui ont des craintes quant à tous les éléments issus de la faune et la flore que l'on peut rencontrer. Alors ça paraît logique pour l'élément naturel, mais pour l'élément piscine, ça paraît plus secondaire. Détrompez-vous, il suffit que le moindre insecte flotte à la surface du bassin pour que la baignade leur devienne impossible dans l'heure qui suit. Le bassin serait contaminé de cette sorte-là. On a du coup construit un questionnaire d'enquête de terrain avec l'appui de nos collègues chercheurs, notamment pour qu'il ait une certaine rigueur scientifique, de façon à permettre la détection de ce phobogène assez tôt dans les temps d'enseignement. On a ensuite construit une grille de lecture de l'activité de l'élève, qui elle aussi se veut révélatrice des différents phobogènes. Ensuite, on a construit cette fameuse arborescence avec différents scénarios très spécifiques, gradués. Donc on va chaque scénario est un pas en avant dans l'intensité de la crainte, de la peur, du stress qu'il peut provoquer. Et c'est par ce biais-là qu'on arrive à avoir ce phénomène d'accoutumance et de repousse de la peur et de la crainte de l'élève. On s'est également mis à mesurer un certain nombre de marqueurs physiologiques de ces phobies, tels que la fréquence cardiaque ou la mesure du taux de cortisol, hormone du stress, dans le corps. Et à la lumière de ces différents marqueurs, nous sommes en train de construire une échelle de gradation de ces phobies qui irait d'un simple stress à une appréhension plus marquée, en passant par une peur pour terminer sur l'état le plus bloquant que serait celle d'une phobie. Ces marqueurs physiologiques étant censés nous aider à trouver les paliers d'entrée, on va dire, dans chacun de ces stades.
Parce que finalement, il y a un certain flou, on va dire, entre cette terminologie. Donc on travaille beaucoup là-dessus actuellement. Le but est de pouvoir permettre de caractériser la consolidation émotionnelle de l'élève, qui, vous l'avez compris, est la propédeutique à son apprentissage. Globalement, nos résultats ont déjà été partiellement publiés dans différentes revues. Globalement, ils corroborent pour l'instant notre hypothèse initiale, à savoir un effet positif de l'utilisation de ce process et de ces outils. Pour nous, c'est donc la démonstration scientifique de quelque chose qui était à la base une perception très empirique pour nos collègues sur le bord du bassin. Et on a le sentiment, par ce fait, d'avoir mené une véritable recherche translationnelle en éducation. À présent, nos travaux vont se poursuivre, vous l'avez compris, sous l'encadrement de l'IFE, puisque nous appartenons au réseau des Léa, avec un certain nombre d'axes de travail. Il nous faut maintenant vérifier ces effets au sein d'autres cohortes, issus d'autres populations scolaires que notre seul établissement. Également, pouvoir vérifier si les cohortes plus jeunes ou plus âgées, notamment sur le premier degré ou sur des élèves en sortie de cycle 4, pourraient avoir les mêmes effets. On travaille également sur les jeunes adultes actuellement en lien avec l'université qui accueille un certain nombre d'étudiants qui sont non-nageurs. Donc voilà un petit peu les pistes d'extension pour vérifier notre échantillon statistique. On a besoin également de chercher à la manière dont on peut transférer l'utilisation de ces outils sur les différentes phobies au-delà de la natation. Donc on a des transferts qui semblent logiques dans notre activité en EPS, puisqu'en escalade, on retrouve également des craintes quant au fait de s'élever sur le mur. On a également des transferts dans les champs interdisciplinaires, puisque la place de l'oralité prenant de plus en plus d'importance dans le système éducatif, avec des épreuves, que ce soit en troisième ou pour le grand oral au bac, avec des élèves qui sont décontenancés et qui perdent leurs moyens par ce même élément explicatif. Donc on travaille là aussi avec différents scénarios pour pouvoir leur permettre de mieux appréhender la prise de parole devant un public nombreux et intimidant. Et enfin, on a un partenariat avec le Centre départemental d'intervention et de secours, le SDIS 06, puisqu'on a une classe cadet pompier dans notre établissement, où là aussi on rencontre un certain nombre de phobies quant au fait de monter haut sur une grande échelle, au fait d'être enfermé dans des pièces enfumées, la claustrophobie, et également tout le rapport avec les nouveaux animaux de compagnie, pour lesquels même les pompiers ne sont pas très à l'aise. Donc voilà le partenariat, ces outils nous servent au sein de notre classe cadet pompier, et servent ensuite d'outils de formation pour le SDIS 06 de notre département. Voilà un partenariat extérieur. Le dernier axe pour nous, ça sera d'être capable de former localement, là où des demandes vont émerger, différentes équipes qui voudraient s'approprier nos outils et notre process, afin qu'on puisse assurer un essaimage de ce projet qui a déjà bien vécu dans notre réseau et qui est amené maintenant à vivre ailleurs et partout, nous l'espérons. Voilà. J'espère avoir été suffisamment explicite et intéressant, tout en tâchant de rester le plus concis possible pour résumer ces longues années de recherche. Il me reste peut-être simplement à vous adresser un dernier remerciement. Ce n'est pas moi qui vous l'adresse, ce sont les élèves qui étaient dernièrement phobiques, qui viennent récemment de valider leur attestation du savoir nager et qui ont pu bénéficier de ces outils. Merci pour eux. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Et je vois que vous allez continuer à développer tout ça. C'est bon. Félicitations. Merci. Merci Luc. Et j'aime bien ajouter un petit grain de sel. Je voudrais dire à quel point on aime vous remettre ce prix aujourd'hui. C'est vrai que c'est symbolique à beaucoup d'égards. C'est plus que symbolique parce que vous agissez, on a vu toute l'étendue de vos projets. Vous savez qu'il y a en ce moment une épidémie mondiale de troubles mentaux chez les enfants. Et c'est vraiment un très grave problème mondial, et bien en France aussi évidemment. Et une des pistes, il y a un article dans Journal of Pediatrics tout récemment, une des pistes c'est le manque d'autonomie des enfants. L'autonomie des enfants a diminué au fil des années, des décennies. On peut tous le regarder. Si vous demandez si vous laisseriez vos enfants faire 15 km en vélo, par exemple, seuls, ou avec des amis, mais sans adultes. La réponse est très souvent non.
Et donc, je pense que votre travail contribue et doit contribuer à lutter contre cette épidémie, parce que quand on a un sentiment d'efficacité personnelle, une capacité d'autonomie, ça change tout. On a confiance en soi, et la prise de risque fait partie de ce développement harmonieux, ou même cette thérapie, on peut dire, qu'il en est de lutter à l'avenir contre les troubles mentaux. Donc, montrer à un enfant qu'il est capable de prendre des risques, de surmonter ses peurs et d'y arriver, ça peut être aussi au rugby, hein, puisque la GMF soutient le rugby, soutenez le rugby, puisque maintenant c'est vrai. Plus que bravo. Donc, continuez de soutenir le rugby en dépit des difficultés. Et c'était très juste, on le sait tous. Je pense que le sport joue un rôle clé dans la prise de confiance en soi. Et on est vraiment très heureux de vous remettre ce prix. Alors maintenant, sans plus attendre, on passe au 4e prix de la journée. Et je me tourne vers Daniel Simon, au titre de l'IH2F, qui va nous parler de ce prix. Bonjour Madame Grimois. Ils la voient tous maintenant en ligne. Alors ça va être compliqué parce que je vais devoir m'adresser à vous sans... Ah si, je vous ai par là-bas. C'est bon, je suis un retour. Alors je représente Charles Torossian, qui est le directeur de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'école des cadres de l'éducation nationale, l'école nationale. En fait, l'Institut cherche à développer des compétences, et notamment pour la recherche, nous avons encore tout le chemin à accomplir pour que les cadres incitent, encouragent, facilitent, soutiennent, valorisent des expérimentations scientifiques. Et nous avons un fabuleux exemple avec Céline Grimois, puisque elle est à la fois inspectrice de la circonscription de Fort-de-France en Martinique et chercheuse. Et elle a su, en tous les cas, se saisir des leviers de management qui étaient les siens pour engager, on va dire, beaucoup de monde. Alors Charles Torossian avait quelques petits messages à vous passer. Vous savez qu'il est avec M. Villani, l'auteur du rapport Torossian-Villani et du plan maths. Et il voulait vous dire qu'il trouve ça vraiment très bien qu'il y ait des études objectives qui cherchent à collecter de la donnée et qui, in fine, avec toutes ces études qui sont menées autour de l'enseignement explicite, permettront des méta-analyses. Il voudrait vous dire également qu'il est très content de cette expérience qui confirme les précédentes sur l'enseignement explicite. Alors lui, il dit explicité. Et puis, parce que cet enseignement, il permet un contrat didactique plus clair entre les enseignants, les parents et l'élève, et que ça permet de savoir quand, comment et pourquoi on apprend. Et donc, quand ça facilite en fait la relation des enfants quand ils rentrent à la maison, ils sont en capacité à dire ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont fait à l'école. Et on sait à quel point, quand on reçoit un petit ou même un plus grand, qu'as-tu fait aujourd'hui ? À maternelle, j'ai fait de la pâte à modeler, et on n'a pas forcément la lecture de tout ce qui s'est joué derrière l'usage de la pâte à modeler pour apprendre. Enfin, il voulait dire que c'est un facteur du coup de motivation important, et que en fait, des experts dans l'enseignement sont en capacité à être efficaces, quelles que soient les méthodes, ils parviennent à être efficaces. Ce n'est pas le cas souvent des néos. Et on demande notamment aux enseignants du premier degré d'être des experts de toutes les disciplines, ce qui est extrêmement complexe. Et en fait, ce que vous avez mené au sein de votre circonscription permet en fait de donner des outils favorisant notamment l'exercice professionnel de nos jeunes enseignants. Et il voulait vous remercier de ça. Il voulait saluer également tout l'engagement de l'Académie de la Martinique dans le plan maths, où il a trouvé qu'il y avait des collaborations remarquables, et notamment entre le premier et le second degré. Donc voilà, il tenait à vous remercier pour tout cela. Au niveau du prix, nous avons particulièrement été impressionnés à la fois par la rigueur de votre expérimentation, par la taille de votre expérimentation. Alors, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais au moment où vous avez déposé le dossier, l'an passé, vous étiez à 1022 élèves engagés pour 94 expérimentations. Donc, on mesure quand même déjà la taille d'une expérimentation avec groupe témoin, très rigoureux. Et puis, on a été aussi impressionnés par les perspectives, puisque
vous envisagiez un déploiement dans une autre académie, Strasbourg. Je ne sais pas où ça en est de ce projet. J'espère que vous nous en parlerez, de ces nouvelles avancées. Et la volonté d'être sur une étude aussi longitudinale. Donc, mille bravo à vous. Une petite pique. On aurait bien aimé que votre article soit en français, parce que nous ne sommes pas tous habitués à la littérature scientifique dans le jury, et encore plus en anglais. Donc, voilà, j'espère que l'article en français pourra être diffusé, en tous les cas, auprès du plus grand nombre. Merci à vous, Madame Grimois. Écoutez, merci beaucoup. Au niveau du son, c'est correct? Oui, on vous entend bien. Oui. Bon, alors, je regrette déjà de ne pas pouvoir être avec vous de l'autre côté de l'Atlantique. Parce que c'est vrai que c'est quand même des occasions de pouvoir échanger en présentiel. Et moi, je tiens à féliciter aussi tous les autres lauréats parce que j'ai été très intéressée par les sujets qui ont été présentés à plein de titres différents. Et c'est aussi l'occasion, lors de ces remises de prix, de faire des rencontres et éventuellement de créer des réseaux. Je suis en tout cas ravie pour la circonscription Fort-de-France 1. Sachez que c'est une circonscription qui n'est qu'en éducation prioritaire. C'est la seule, d'ailleurs, de l'académie à être en éducation prioritaire. 21 écoles réparties sur 4 réseaux, 2 REP, 2 RESPUS, avec des élèves qui sont issus de quartiers prioritaires politiques de la ville, avec des indices de position sociale faibles. Donc, recevoir un prix égalité des chances, pensez bien que ça nous parle. Alors, quelques mots sur le projet en lui-même. Alors, effectivement, il est né d'abord d'un constat plutôt négatif relatif aux résultats des évaluations nationales, et particulièrement en mathématiques, parce qu'en Martinique, nous avons une majorité d'enseignants issus de pôles littéraires. Historiquement, l'Université des Antilles a 2 pôles, pôle scientifique en Guadeloupe, pôle littéraire en Martinique. Et donc, on a beaucoup d'enseignants qui disent pas être très familiers avec les mathématiques et encore moins avec leur enseignement. Et puis, par ailleurs, tous les ans, lorsqu'on attend les résultats consolidés de l'ADEP, c'est toujours un peu en tension qu'on ait une circonscription qui systématiquement a les plus faibles résultats de l'académie, et notamment en mathématiques. Donc, ce projet est né de ce constat, et puis d'une chouette rencontre avec plusieurs chercheurs. Donc, je tiens quand même à saluer ceux qui nous ont épaulés tout au long du projet. D'abord, Maria Poparoc, qui est maître de conférence HDR à l'INSP de Strasbourg, et qui a beaucoup travaillé en Martinique, donc qui est sensibilisée un peu à nos problématiques. Toute l'équipe canadienne, Gauthier, Bissonnette et Richard, avec qui on a beaucoup travaillé sur l'enseignement explicite. Et puis, je tiens à saluer également le directeur de l'INSP de Martinique, Bertrand Croadec, qui, par son soutien, je dirais, sans faille, de vouloir élever le niveau initial de la formation et également celle des formateurs en formation continue, moi, m'a permis de monter en compétence. Et si vous ne l'avez pas rencontré, je ne serais peut-être pas là avec vous aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai la possibilité effectivement à accompagner les enseignants à l'enseignement de certaines notions mathématiques avec des séquences qui ont été fondées sur des principes particuliers. Donc, on avait effectivement des groupes contrôle avec 2 groupes expérimentaux systématiquement dans chacune des années. Un groupe expérimental qui travaillait avec un enseignement fondé sur des principes socio-constructivistes, on va dire, et puis un autre groupe qui travaillait sur des séquences fondées sur un enseignement explicite ou explicité, pour reprendre l'expression entendue tout à l'heure. Alors, cet enseignement explicite était certainement la méthode la moins connue et celle qui n'était pas du tout pratiquée par nos enseignants. Alors, il faut savoir également que les enseignants n'étaient pas volontaires pour rentrer dans cette expérimentation, mais pas non plus réfractaires, parce qu'on a un petit peu vendu l'affaire en disant qu'on allait leur fournir tous les outils et toutes les séquences clés en main. Donc ça, c'est vrai que ça a apporté un plus. Les enseignants donc, se sont finalement assez engagés rapidement dans la chose. On les a formés à ces séquences, on leur a permis de se les approprier. Donc, on a dégagé du temps de formation sur les plans d'animation pédagogique pour le faire.
Et puis, on les a accompagnés tout au long du processus. Et finalement, on a fait l'hypothèse que les élèves qui apprendraient... alors, on avait ciblé 3 compétences particulières à l'époque qui étaient particulièrement chutées. En CE1, tout ce qui relevait de la technique opératoire de la soustraction. En CM1, ce qui relevait de la division. Et en CM2, tout ce qui relevait de la notion d'air. En lien avec les résultats des évaluations de CE1 et de 6e plus particulièrement. Et donc, effectivement, on a eu des résultats très probants, des groupes notamment qui ont appris les notions mathématiques avec l'enseignement explicite. Ça a été au départ, même si c'était une hypothèse posée et fondée sur une littérature, comme on n'avait pas du tout l'habitude de travailler avec ces méthodes-là, ça a quand même été une surprise et une bonne surprise évidemment pour les enseignants qui s'étaient engagés dans ces nouveaux gestes professionnels. Alors, ce qui a été très positif, c'est qu'on a énormément eu de retours d'enseignants, de témoignages, je dirais, prometteurs, sur le fait que de s'être engagés dans cette action, dans cette expérimentation, ça leur avait réappris à enseigner. Je trouvais que c'était courageux de le dire aussi simplement. Maintenant, les petits bémols, c'est que les conceptions quand même des séquences étaient très chronophages et ça, c'est pas une masse à faire. Donc, étendre ces expérimentations, ça demande énormément de temps et il faudrait qu'on ait un peu plus de bras. Et puis, les habitudes ont également un peu la peau dure, c'est-à-dire que sur les premiers enseignements, on voit malgré tout qu'on revient facilement à sa zone de confort et que c'est difficile de stabiliser les pratiques dans le temps. Bon, donc c'est pour cette raison qu'on a effectivement l'ambition de poursuivre un peu ces protocoles de mise en œuvre expérimentale à travers une étude plus longitudinale, comme vous le disiez tout à l'heure, alors avec un partenariat qui se ferait avec l'Académie de Strasbourg, et une équipe qui travaillerait sur l'apprentissage des décimaux et des fractions, avec un apprentissage plus long, puisque dans notre cas, on a fait des séquences massées qui allaient entre 1 et 3 semaines maximum, alors que là, on serait sur un travail à l'année, avec un suivi de cohorte des CM1 qui montrait en CM2, pour voir si les effets justement de ces différentes méthodes tiennent dans le temps par rapport aux résultats qu'on pourrait obtenir derrière au niveau des évaluations de 6e. Alors, pour l'instant, ce projet, il est encore en gestation, puisque... comme je vous le disais, c'est quand même très chronophage et c'est très lourd à mettre en place. Et donc là, on est assujetti en fait à un financement. Donc on avait déposé un projet ANR l'année dernière, ou il y a même 1 an et demi déjà, je ne me souviens même plus. Mais il n'a pas passé la 2e étape. Alors on le représente cette année. On a renforcé l'équipe de chercheurs. Et donc on espère que cette année, ça passera et qu'on pourra avoir les financements pour... avoir des bras supplémentaires, mettre en place ce travail de longue haleine. Voilà. Mais en tout cas, c'était une belle aventure et je pense que les enseignants en sont sortis avec beaucoup de choses positives et voient maintenant les résultats, les évaluations d'une manière différente. Donc, je vous remercie grandement pour l'accès à ce prix. Bravo à vous. Désolée d'avoir écorché votre nom, Madame Guilmois, en disant Grimois, excusez-moi. Madame Guilmois. Alors, on a une photo devant l'écran. Hein D'avoir, Patrick, tous les partenaires pour que vous puissiez. Madame la rectrice, Luc, venez, comme ça on va faire. Voilà. Je vais mettre devant l'écran pour je pense que c'est là que vous nous verrez mieux, c'est juste. Venez. Ah bah, vous me montrez symboliquement l'écran. Est-ce que vous voyez Est-ce que vous pouvez ouvrir un petit peu? Est-ce que vous pouvez ouvrir un petit peu? Parfait. Vous vous cachez derrière. Merci beaucoup. Bon, voilà.
Quelques mots avant de donner la parole à Emmanuel Castenard, directeur des partenariats à la GMF. Quelques mots sur ce prix spécifiquement pour vous dire que l'enseignement explicite est un cheval de bataille du conseil scientifique, pas par idéologie du tout, simplement parce qu'il y a beaucoup de données, et notamment les données de Madame Guilmois. Nous avons organisé il y a quelques mois une conférence internationale sur le sujet de l'enseignement explicite. Elle est disponible en ligne. Je vous incite très vivement à regarder les exposés qui sont excellents, et notamment en grand détail le travail de Mme Guilmois. Et il y a un rapport du conseil scientifique sur ce sujet, et également un passeur qui est consacré, dans lequel on explique tout ça avec des mots très simples et très courts, donc ça vaut la peine d'aller regarder. Voilà, donc bravo encore à tous nos lauréats, et je passe la parole à Emmanuel Castenard pour le mot de la fin. Merci Stanislas. En fait, je ne vais pas aborder avec vous la conviction qu'on a dans la vitalité de la démarche scientifique, si ce n'est peut-être que vous dire que depuis maintenant 4 ans que je vois les dossiers, que j'échange avec vous, je suis de plus en plus convaincu, à titre personnel, que c'est la clé de beaucoup de choses. Et j'entendais hier un professeur dire que la parole devait être adossée sur la démarche scientifique pour être affirmée, et pour être affirmée face aux obscurantismes, et donc constituer un rempart suffisant. Et c'est ce que j'ai beaucoup appris de ces échanges avec vous depuis maintenant plusieurs années. Alors, Madame la présidente de la conférence des recteurs, Madame la rectrice, Monsieur le président du CESEN, Madame la directrice générale, Marie-Caroline, Mesdames et Messieurs, en vos fonctions et qualités, j'ai donc la mission de prononcer quelques mots à l'issue de cette cérémonie. Des mots où je veux d'abord exprimer toute la compassion et la solidarité de GMF pour la famille de Dominique Bernard, pour ses proches et pour l'ensemble de la communauté enseignante. Le faire collectivement et individuellement dans la peine du drame survenu la semaine dernière, alors que nous entrons depuis tout juste 3 ans dans ce ministère, sous la plaque en hommage à Samuel Paty. Ce ministère qui incarne autant notre République dans ses principes d'égalité, de liberté et de fraternité, et nous le savions déjà, devoir résolument y ajouter la laïcité. Sans éducation, aucun de ces principes ne peut se révéler, s'affirmer, grandir, il ne reste que potentialité. Ce qui fonde notre socle républicain, c'est la citoyenneté, c'est l'école, la culture et la laïcité. Et dans cette vision, on ne peut qu'être frappé par la position centrale qui trouve la communauté enseignante. Pour GMF, le savoir, l'éducation et la culture sont les clés d'accès à cette citoyenneté et de l'engagement pour les autres. C'est pourquoi nous soutenons les équipes pédagogiques qui coopèrent pour monter ces projets appuyés sur la recherche et au service de la réussite de tous les élèves. Car avec instruire et éduquer, nous avons ce double mouvement, un enrichissement intérieur et un apport extérieur au bénéfice de la communauté. L'identification de ma place en tant qu'individu dans celle-ci et la compréhension des enjeux collectifs dont j'accepte que certains prévalent. C'est ainsi que l'éducation nationale permet de placer en surplomb des individualités les choix structurants de notre société. Elle le fait dans des conditions souvent difficiles, douloureuses, mais elle le fait et elle n'y renonce pas. Je n'occulte évidemment pas le rôle des parents, mais souligne cette mission que les enseignants ont et ont été conduits à s'approprier pour toutes les raisons que vous connaissez. Il y a donc pour nous, GMF, une volonté naturelle de vouloir mettre en valeur l'école et ses personnels. Lors des éditions précédentes, j'avais pu exprimer combien cette école, au sens générique du terme, que vous construisez quotidiennement, trouvant les solutions pour enseigner à chaque rentrée à plus de 12 millions d'élèves, puis en joie et énergie dans leur réussite, combien cette école que vous construisez, avec persévérance, elle apprend à penser. Voilà. Et je me souviens de cette citation d'Hannah Arendt, « Dans le vide de la pensée s'inscrit le mal », qui dit tout. Cette école, elle apprend à lire, à écrire, à compter, elle apprend l'altérité et la vie en commun des hommes et des idées, elle incarne notre mérite et ce qui nous unit dans un dessein commun. Elle apprend tellement et la nation lui demande tant, elle a à la fois notre histoire et notre avenir. Et je ne peux ici que faire le lien en citant Antoine Gallimard, « Notre liberté de penser qu'au mot vrai, toute nos libertés ne peut s'exercer en dehors de notre volonté de comprendre. Cette volonté de comprendre, elle se construit aussi et surtout à l'école. » En préparant ce propos, j'avais également à l'esprit cette définition de l'égalité des chances d'André Comte-Sponville, extraite du site de Canopée, et je ne peux résister à vous en lire un extrait, tant je la trouve juste.
On ne saurait accepter qu'un enfant, parce que ses parents sont pauvres ou trop peu cultivés, soit empêché de développer au mieux de ses capacités, d'aller au bout de ses dons, de son courage, de son travail, enfin de réussir, non pas forcément aussi bien que les autres, ce n'est pas la question, mais aussi bien que lui-même, avec les mêmes capacités, mais issu d'un milieu différent, aurait pu réussir. Et il y a cette très belle conclusion, l'égalité des chances, c'est le droit de ne pas dépendre exclusivement de la chance ni de la malchance, c'est le droit égal pour chacun de faire ses preuves, d'exploiter ses talents. C'est comme une justice anticipée et anticipatrice. Et était rajouté dans la définition, et je l'évoque donc en écho à ce que vous avez pu dire dans votre propos introductif, Madame la rectrice, nous ne parvenons pas à l'atteindre, raison de plus, pour en permanence s'atteler à la rechercher. Donc ce propos qui nous dit tant sur le projet de société que porte l'éducation nationale. De fait, que cela soit pour prendre confiance en soi, maîtriser sa phobie de l'eau, lutter contre l'échec scolaire avec l'enseignement explicite des mathématiques ou s'appuyer sur les évaluations pour développer des méthodes spécifiques d'apprentissage de la lecture, tous les projets que nous avons abordés aujourd'hui prenaient en considération cet enjeu à un moment ou à un autre. Alors que les enseignants et les équipes de l'éducation nationale s'investissent quotidiennement dans des actions destinées à faire évoluer les pratiques pédagogiques, ce prix Chercheurs en Actes met donc en évidence la chaîne des acteurs qui investissent ces enjeux, avec leur capacité de recherche et d'expérimentation, de mise en application des solutions, et cette disposition elle est déployée sur l'ensemble du territoire. Toute dimension des métiers de l'éducation nationale qui sont souvent faiblement perçus, voire ignorés de l'extérieur, pour ceux qui ne les cherchent pas, dimension que nous sommes heureux, nous GMF, de contribuer à mettre en lumière. Vous l'avez compris, l'évidence pour nous ce soir, c'est de vous parler de vous, car ce qui est marquant avec la communauté enseignante, c'est une forme d'humilité au sens le plus noble du terme au regard de sa mission. Vous l'avez finalement évoqué, Madame, lorsque vous nous avez dit avoir hésité à envoyer votre dossier qui a été retenu. Une humilité qui conduit à considérer que faire classe, donner à acquérir les fondamentaux d'un enseignement, le renouveler à chaque rentrée, embrasser tous les thèmes majeurs que j'ai précédemment abordés serait en quelque sorte naturel. J'ai entendu des enseignants s'inquiéter de leurs élèves, s'interroger sur bien des sujets que vous vivez au quotidien. Je les entends dire combien leur mission est belle, je les entends rappeler combien leur rôle est fondamental, mais sans se mettre en avant avec les compétences admirables qui leur sont nécessaires pour exercer cette mission. C'est donc aussi le mérite de ce prix que de vous mettre en valeur. Pour conclure, nous sommes nombreux à avoir eu un monsieur Germain dans notre parcours, ce professeur dont on se souvient après des décennies comme ayant été un moteur, une respiration, comme ayant apporté une envie, un désir d'apprendre. Moi, je me souviens du mien, il s'appelait Monsieur Faure, il y a 40 ans, je pense qu'il n'a pas imaginé qu'un jour son nom serait prononcé dans ce ministère. Albert Camus était bien conscient, et probablement content également, mais était bien conscient que sans la confiance de son cher professeur avait placée en lui, il n'aurait pas eu ce destin exceptionnel pourtant à sa portée. Il prit soin de le remercier aussitôt lors de son prix Nobel de littérature pour ce qu'il fut dans son parcours. Il lui rendit hommage dans le dernier ouvrage qu'il a écrit, Le Premier Homme. Et il y a tant de M. Germain à exercer encore aujourd'hui ce métier. Alors ensemble, autour du prix Chercheurs en Actes, avec nos partenaires, nous sommes heureux de mettre en lumière ces initiatives pédagogiques portées par les héritiers de M. Germain et d'annoncer, mais collectivement évidemment, le lancement de la 5e session, donc qui sera accompagné par le nouveau partenaire ID. Je vous remercie. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et il me reste donc effectivement avec Emmanuel et avec tous les partenaires à vous annoncer officiellement le lancement de la 5e édition du prix. Faites-le savoir autour de vous. Les inscriptions seront ouvertes dès le 19 octobre, c'est-à-dire demain, et jusqu'au 15 avril 2024. Et avec un accompagnement par idée, je remercie tous les partenaires, à nouveau, la conférence des recteurs, le réseau Canopé, le réseau des INSPE, l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation, l'Institut français de l'éducation, le partenariat Innovation, Données, Expérimentation en éducation, ID, c'est un acronyme, et la GMF. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a d'autres initiatives en éducation. Je suis au Collège de France et demain et après-demain, jeudi et vendredi, a lieu le colloque de rentrée sur le thème « Enseigner et apprendre de la préhistoire à demain ». Vous êtes tous les bienvenus, c'est ouvert à tous, il n'y a pas d'inscription et tout sera également en ligne, donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas le regarder. Le Collège de France est lancé dans une grande initiative Agir pour l'éducation avec plusieurs axes dont on pourrait parler une autre fois. Et finalement, je voudrais absolument remercier ceux qui travaillent derrière la scène, il y en a beaucoup, mais en particulier pour le conseil scientifique, il y a 3 piliers, c'est Patrick Debu, Anne Valla et Sébastien Hamon que je voudrais remercier tout particulièrement. Et
grâce à la GMF, à 15h15, nous avons un cocktail, pardon, pas un colloque, un cocktail, voilà, qui est là. Allô? Oui, on va peut-être faire une photo de groupe, une petite photo collective pour tous les récipiendaires, ou récipiendaires, c'est bon. Ouais. Et tous les membres du jury. Alors, Céline, vous ne voyez pas, là, mais on est à droite, mais devant votre écran, ça, c'est ma photo. Enfin, ce qu'on est.